Bonjour, cours numéro 4. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce qui se passe entre les deux guerres. À la fois du côté des habitations de standing, j'évoquerai une modernité élitiste, et du côté des habitations à bon marché, les HBM, qui sont les ancêtres des HLM. Parmi la production de logements haut de gamme entre les deux guerres, il y a quelques signatures emblématiques, et puis il y a des opérations particulièrement intéressantes. C'est une période qui est très riche. Je vais en présenter quelques-unes en me focalisant notamment sur l'analyse des plans. Alors parmi ces auteurs, je n'ai pas la possibilité de tout présenter, mais présenter systématiquement les œuvres majeures, mais j'en ai sélectionné quelques-unes en raison de des contrastes qu'elles proposent, des approches singulières qu'elles proposent. Michel Rouspitz, Pierre Patou, Louis Faure du Jarric à Saint-Cloud, Bruno Elkouken à boulevard du Montparnasse à Paris. Ce sont des architectes majeurs de cette période, de même que Jean Ginsberg, dont je vous ai déjà parlé, qui commence à construire dans les années 30, Henri Sauvage, que vous ne connaissez probablement pas, mais qui est un architecte intéressant, Perret, que vous connaissez, l'immeuble de la rue Renoir, et puis Le Corbusier, évidemment, rue Ningesser et Colly. Sur ce thème, il y a eu plusieurs... Alors, il y a des monographies d'architectes qui reviennent évidemment sur ces œuvres, et puis il y a des ouvrages plus généralistes qui remettent en perspective cette production dans une histoire des doctrines, dans une histoire de l'architecture, Jean-Louis Cohen, et également Claude Loupiac et Christine Mangin. Donc là, ce sont l'architecture moderne en France, c'est en 3 ou 4 tomes, je ne sais plus, c'est passionnant. Jean-Louis Cohen, évidemment, c'est passionnant. Pour comprendre des phénomènes dans la longue durée, pour comprendre l'évolution des doctrines architecturales et l'évolution de la production. Si je commence mon petit parcours par Henri Sauvage. Henri Sauvage, c'est en raison de la singularité de cet architecte. C'est un architecte qui n'appartient à aucune école stylistique, à aucune école identifiée. C'est un architecte qui a une démarche pragmatique, qui va le conduire à développer des écritures architecturales très contrastées, qui sont liées aux différentes périodes de sa carrière, qui sont liées aux modes, et qui sont liées aux demandes de ses clients. Évidemment, il n'y a pas d'architecture sans maîtrise d'ouvrage, et le rôle de la maîtrise d'ouvrage dans l'émergence et la genèse des œuvres est déterminant. C'est le cas pour Sauvage, c'est le cas pour tous les concepteurs. Sauvage, c'est quelqu'un qui construit des maisons Art Nouveau au début du siècle. La Villa Majorelle à Nancy, c'est un des chefs-d'œuvre de ce mouvement Art Nouveau. Il construit des maisons néo-régionalistes quelques années plus tard, à une époque où on commence à développer cette écriture architecturale. Et dans les années 20, il réfléchit à des process industriels pour la petite maison populaire. Ici, c'est une maison en acier qui est composée de modules assemblés, préfabriqués en usine, puis assemblés sur le chantier. Ici, le prototype est présenté au Salon des Arts Ménagers en 1926. L'idée, c'est que la maison peut devenir un produit manufacturé, transportable, dont les éléments sont interchangeables. Vous voyez bien qu'il y a quand même une gamme assez étendue. Il évolue dans un registre assez élargi. Une monographie, Jean-Baptiste Minert, c'est un des spécialistes de Sauvage, historien de l'architecture.
dans cette petite collection Carnet d'architecte qui présente quelques ouvrages de qualité. Sauvage excelle dans le registre art déco pendant les années 1920, que ce soit à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels à Paris, que ce soit dans la construction du magasin numéro 2 de la Samaritaine avec Franz Jourdain 1928, ou que ce soit dans d'autres équipements comme le cinéma Gambetta dans le 20e, bref. Ici, dans cet immeuble de rapport, boulevard Raspail dans le 6e, il coiffe l'angle du bâtiment avec une toiture qui est parfaitement pittoresque. Au même moment, il décline cet immeuble en mode art déco avec des façades recouvertes de céramique. On est dans le 16e arrondissement, 1926. Des logements de luxe. Et ça, ce sont des photos contemporaines qui sont empruntées à un site qui s'appelle Architecture de Collection et qui vend des appartements et des maisons dites de collection. Donc ça, c'est actuellement en vente sur le site de Architecture de Collection. Donc des logements de luxe, mais dans une écriture plutôt art déco. Et puis Sauvage, il s'est également penché sur la question du logement social. Ici, au début du siècle, dans le 18e arrondissement, il construit avec son associé Charles Sarrazin un immeuble pour la Société des logements hygiéniques à bon marché, pour lequel ils mettent en œuvre tous les principes en vogue développés dans les opérations philanthropiques que j'ai évoquées dans le cours précédent. Murs peints au ripolin, lavables, plancher lavable à grande eau, la base des plinthes comme les corniches forment des gorges courbes facilement nettoyables, etc. Tout ce que j'ai montré la fois précédente. Sur la toiture, une terrasse qui satisfait de manière radicale le principe hygiéniste de lutte antituberculeuse par l'action du soleil dans les logis. Bon, voilà. Sauvage est au diapason des préconisations hygiénistes du début du siècle que j'ai évoquées la fois précédente. Donc, à la fois une production luxueuse, une production qui croise les styles et une vraie réflexion sur l'architecture de l'habitation, que ce soit dans le domaine social ou que ce soit dans le très haut de gamme. En matière de très haut de gamme, il y a cet immeuble qui est construit dans le 8e arrondissement de Paris en 1926. L'immeuble se développe autour d'une cour intérieure, une façade à l'alignement, et puis ici des courettes que vous allez voir sur les plans, courettes partagées avec d'autres opérations de l'îlot. Ici, c'est la façade principale sur la rue Beaujon. La cour intérieure, l'organisation générale, recherche de symétrie. Ça, c'est une coupe transversale sur l'opération où on voit la cour intérieure. Et ici, une vue d'un des angles qui conduit aux circulations verticales. Sauvage, comme tous les architectes, est tenu de respecter les règlements urbains. Il est tenu de respecter les gabarits. Alors le règlement de 1884 n'est pas celui de 1902. Je n'entre pas dans le détail des règlements, mais on comprend bien que l'enveloppe du bâtiment, la volumétrie générale du bâtiment est déterminée, en tout cas limitée et calibrée
par la réglementation. Un plan du rez-de-chaussée très moche et à peine lisible, mais c'est pas très grave, c'est juste pour qu'on identifie le principe. Il y a un porche, la cour et l'accès en rez-de-chaussée à des logements sur cette cour. Sur rue, des garages, ce qui signifie qu'on commence à intégrer le thème de l'automobile dans l'habitation dans cette période. Une loge et puis une entrée de service. Vous observerez que cette entrée de service, la coupe qui est faite ici, celle-là, l'entrée de service, elle permet aux domestiques d'entrer directement dans l'immeuble et de circuler, de se déplacer en sous-sol pour rejoindre les circulations verticales réservées aux domestiques sans croiser les habitants de l'immeuble. Donc là, il y a en 1926, dans la demande de la maîtrise d'ouvrage probablement, mais avec une résolution particulière de Sauvage, il y a ce souci de maintenir des circuits séparés entre les maîtres et les domestiques, tels que ça existait au XIXe siècle dans les immeubles que je vous ai présentés précédemment. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que en façade, le statut de cette entrée-là est traité de la même manière que l'entrée principale. On le voit mieux sur cette image-là. Entrée principale, entrée des domestiques, loge du gardien. Ça, ce sont les garages. Donc, il n'y a pas de différenciation en façade. Par contre, concrètement, là, ça conduit au sous-sol pour ensuite émerger à nouveau dans les circulations verticales, alors que là, c'est l'entrée qui est valorisée. Un plan d'étage courant. Donc voilà, le principe est très simple. Là, ce sont des murs mitoyens, limites séparatives avec les parcelles voisines, une circulation verticale, une deuxième circulation verticale, escalier de service. Une courette, une deuxième courette, etc. Logement de luxe, effectivement, dans la mesure où les deux escaliers desservent à chaque fois un seul logement. Une circulation verticale, un escalier avec ascenseur et desserte d'un seul logement. Alors, ils sont grosso modo identiques. On peut zoomer sur un logement. Cuisine et office. Salle à manger. Salle à manger qui est ouverte sur la cour. En relation directe avec la cuisine ou avec un accès par la galerie. Une galerie qui se poursuit par un couloir un peu moins large et qui dessert le grand salon et le petit salon. Donc on retrouve les trois éléments principaux des pièces de réception. Grand salon, petit salon, salle à manger. Et lorsque l'on poursuit le parcours, un couloir plus étroit qui distribue des chambres. La singularité de cette orientation, de cette organisation, c'est que on a préféré mettre les chambres sur rue parce que cette façade est orientée au sud. Souvenez-vous des réflexions sur la tuberculose de la chambre habitée que j'ai présentée la semaine dernière.
Voilà, c'est le primat hygiéniste qui, dans l'habitation bourgeoise, précisément ici, s'impose pour définir la place, la position des pièces en fonction d'une volonté de très largement les éclairer. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit plutôt sur cour et que la façade principale de l'immeuble bourgeois traditionnel soit conforme à cet idéal qui consistait à avoir le grand salon, le petit salon et éventuellement une grande chambre sur rue. Là, non, on inverse les choses par rapport à des préoccupations hygiénistes. Salle de bain individuelle. Donc là, on a à la fois une organisation générale qui déroge un peu aux principes des appartements bourgeois, mais en même temps qui conserve une très forte dissociation entre la circulation des maîtres et des domestiques, et qui en même temps adopte tous les principes du confort moderne, chauffage central, etc. Et puis salle de bain individuelle pour l'ensemble des chambres. L'immeuble qu'on vient de voir, il contraste par rapport à ses réflexions sur les immeubles à gradins. Les immeubles à gradins, ce sera un peu la grande affaire d'Henri Sauvage. Il a une vision qui est assez claire. Cette vision, elle consiste à dire que la rue classique, que ce soit la rue d'autrefois, la rue médiévale, la rue d'aujourd'hui, ces rues-là, elles ne sont pas favorables à l'ensoleillement des logements. Donc, il propose que les nouvelles constructions privilégient les retraits à mesure que l'on monte, comme on peut le voir sur cette coupe et sur les multiples propositions théoriques qu'il a formulées. Sa référence, évidemment, c'est l'architecture des sanatoriums. Il n'aura jamais l'occasion de construire des quartiers entiers sur ce principe, mais il va construire 2 immeubles à Paris où il va essayer d'adapter ce principe aux contraintes de la mitoyenneté, aux contraintes des règlements d'urbanisme. L'un est construit pour le secteur privé et l'autre pour du logement social. Je le montrerai un peu plus tard dans le cours. Donc ça, c'est le premier. Il est construit en 1913, un immeuble de rapport rue Vavin, donc secteur privé, dans le 6e arrondissement. C'est un bâtiment, comme de très nombreux bâtiments de Sauvage, qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le principe des gradins, une photo d'époque, une vue aérienne qui montre le volume assez colossal de cette opération dans le tissu existant. L'immeuble, il est très séduisant par son écriture architecturale, il est totalement recouvert de carrelage identique au carrelage de métro. Pour ce qui est des gradins, on peut être un peu plus partagé. Bon, vous voyez le volume de l'immeuble, hein, c'est bien ce bâtiment en T que vous voyez ici. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de tous les logements, mais si je prends celui-ci, par exemple, c'est un bâtiment qui se trouve là sur la coupe, un grand escalier, une courette. Bon, il y a une entrée, une galerie,
D'un côté, la salle à manger sur cour, de l'autre côté, le grand salon avec un fumoir, une terrasse sur rue. Et puis on voit qu'il y a un vide qui est ménagé dans l'immeuble et autour du vide, les dégagements. Avec d'un côté cuisine et chambre de domestique probablement, puis de l'autre côté les chambres principales, salle de bain, etc. Donc on le voit là. Alors ce qu'on voit, c'est ce vide-là, qu'on trouve ici. De part et d'autre, les dégagements, et puis d'un côté, la chambre, la terrasse, etc. Le vrai problème auquel il est confronté, c'est que lorsque l'on se décale en montant, il y a un moment, si on décale l'intégralité des appartements, simplement, il y a un problème parce que d'un côté, ça marche très bien, de l'autre côté, on va avoir des porte-à-faux et de l'ombre portée d'un logement sur l'autre. Donc voilà, cette façade-là est fixe à tous les niveaux, elle est stable. C'est celle-là qui se réduit avec des logements qui, eux, restent globalement identiques. La solution, c'est de dégager un vide central. Et le problème, c'est que ce vide central, ici, ça va, c'est modeste. Ici, c'est absolument colossal. Quand vous coupez, si on fait le plan de cet étage-là, on va avoir des pertes de surface assez conséquentes. Donc, c'est pas totalement convaincant, mais voilà, c'est une expérience. C'est une des premières expériences sur le principe du gradin. Je reviendrai tout à l'heure sur Henri Sauvage à propos d'une autre opération. Un deuxième architecte majeur, Michel Rouge-Pitz, c'est un architecte qui occupe une place centrale dans le débat architectural français entre le milieu des années 20 et les années 1950. C'est un architecte qui est premier Grand Prix de Rome, il est architecte des postes, il est architecte des bâtiments civils, architecte des palais nationaux. Il est également professeur de théorie à l'École des Beaux-Arts et il est engagé dans les débats architecturaux. Il a dirigé la revue L'Architecte dans les années 20 et au début des années 30, et puis il a dirigé la revue L'Architecture française à partir des années 1940. D'un point de vue doctrinal, Rouge-Pitz est proche d'Auguste Perret, de Tony Garnier, et c'est un architecte qui revendique une modernité spécifiquement française qui, d'après lui, se doit de conjuguer le rationalisme et le classicisme. Si on devait résumer la pensée de Rouge-Pitz, c'est ça, c'est cette nécessité de croiser dans la production architecturale des exigences de rationalité et de réinterpréter un idéal classique, et ce sont des choses qu'on va observer sur l'ensemble de sa production, qu'on peut observer sur l'ensemble de sa production. Dans ces deux articles qu'il publie dans les années 30 et 40, contre le nouveau formalisme et entre le régionalisme et le machinisme, dans ces deux articles qui sont à la fois passionnants et qui sont très virulents, il critique l'école corbusiéenne, il critique la perspective d'une architecture moderne internationale, et il revendique, pour sa part, une autre modernité qui a été incarnée par ce qu'il appelle l'école de Paris. L'école de Paris, c'est un terme, une expression qui est forgée par Rouge-Pitz lui-même. C'est une expression qui a été retenue par les historiens par la suite, et on retrouve dans cette école de Paris des architectes comme ceux que j'ai mentionnés précédemment, Perret, Ginsberg, Elkuchen, Pierre Patou, etc. Voilà. Donc un architecte théoricien, un architecte qui est très actif dans le milieu professionnel. On va regarder deux de ces bâtiments. Ici, on est dans le 6e arrondissement, juste en face du jardin du Luxembourg. Un très bel endroit, un endroit magnifique.
Ça, c'est l'opération. On est au 25, il me semble, c'est le numéro, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est le 25 rue Guilmer. L'immeuble est étroit, 10 mètres, et il se développe sur 25 mètres de profondeur. Là, on reconnaît le bow window qui est caractéristique de ces opérations qu'on a regroupées sous le terme la série blanche. Ce sont des bâtiments construits en béton armé avec un revêtement de pierre d'Hauteville polie qui est agrafé sur la façade. Donc vous voyez, déjà de ce point de vue-là, on est très loin de l'architecture, du béton nu, du béton brut. Et voilà. Donc on a affaire à une architecture très, très, très bourgeoise, même si les formes sont celles de la modernité. On a affaire à une architecture qui est plutôt conventionnelle dans ses exigences de valorisation des matières, des matériaux. Plan du rez-de-chaussée. L'entrée principale avec ce long vestibule, une statue au fond, la cage d'escalier qui démarre ici, avec un ascenseur. L'entrée de service, ici c'est la loge de la concierge. L'entrée de service qui est à la fois l'entrée du garage, donc là aussi un garage dans le cas présent avec une plaque tournante pour faciliter et une station de gonflage des pneus, plaque tournante pour faciliter la manipulation des voitures sur un espace relativement réduit. Et puis chez Rouge-Spitz également une parfaite dissociation des circulations des habitants et celle des domestiques. Ici, un accès à la cave et l'entrée de service avec le monte-charge de service et l'escalier qui démarre ici. Un plan d'étage courant. Rouge-Spitz en donne on donne la composition, l'organisation, on précise l'organisation dans un ouvrage qu'il a écrit lui-même. Chaque étage jusqu'au 6e comporte un appartenant comprenant la réception, les services, l'habitation intime. Les services, vous avez bien compris comment ça fonctionne, l'escalier de service mène à un petit couloir qui permet à la fois d'accéder à la salle à manger et à la cuisine. Entre les chambres et la salle de bain et salon, salle à manger, un hall fumoir. Un grand hall relie les chambres à la partie réception. Cet appartement présente 3 parties franchement distinctes, la réception luxueuse et confortable, l'habitation pratique tout en restant chaude et intime, les services traités comme une clinique. Voilà. Donc on est dans une logique de tripartition qui est encore très affirmée dans cette opération. C'est un appartement de 4 pièces qui fait à peu près 160 mètres carrés, donc on est quand même vraiment dans des surfaces très généreuses. Ici, une vue du hall fumoir. Salon et salle à manger. Bon, on voit que le salon en l'occurrence. Ce qu'on peut remarquer, c'est premièrement
qui a une approche plus rationnelle et moins ostentatoire de la décoration intérieure que dans les immeubles bourgeois des années de la fin du 19e siècle et du début du 20e. C'est évidemment un mouvement qui est porté par les architectes modernes depuis le début du siècle. Dans le cas de Rouge-Pitz, ça se traduit par des inclinations, une sensibilité art déco, qui n'est pas exactement du même registre que le travail de Mallet Stevens ou le travail de Le Corbusier au même moment. Dans cette opération, on voit que, c'est la deuxième remarque, les circulations maître-domestique, la séparation maître-domestique est toujours parfaitement assumée et elle est précisément spatialisée. Une autre caractéristique, c'est que là, on a affaire à une consolidation définitive de la séparation entre les pièces de réception et les pièces intimes. Ça n'existait pas de manière systématique 40 ans auparavant. Désormais, c'est acquis. C'est une pratique dominante qui est ancrée dans les pratiques, même s'il existe toujours évidemment des exceptions. Bon. Ce qu'on observe aussi, c'est la présence affirmée des éléments de confort moderne. Le confort moderne, c'est le chauffage, l'eau courante, la présence de salles de bain, d'ascenseurs. Le confort moderne, c'est une expression qui traverse la presse populaire et la presse professionnelle dans cette période. Pourquoi ? Parce que c'est un signe de modernité. C'est un signe de modernité, et cette modernité-là, elle est encore réservée à une élite. Autre remarque, c'est que avec l'installation d'ascenseurs, les derniers étages sont valorisés. Ce sont des étages qui accueillent des appartements qui sont souvent les plus prestigieux. Ce sont des appartements qui sont dotés de terrasses. C'est un phénomène qui était inexistant dans les appartements bourgeois du 19e siècle. Dans les appartements bourgeois du 19e siècle, on se protégeait de l'extérieur, on se mettait à distance. Et lorsqu'il y avait des balcons, c'était des balcons qui relevaient plus de la représentation, de l'écriture de la façade, que d'un prolongement de l'espace intérieur en tant que lieu de vie, lieu de plaisir à proprement parler. Et évidemment, avec la généralisation des ascenseurs dans ces immeubles, au cours des années 20 et des années 30, les personnels de maison vont de moins en moins être logés sous les combles. Pourquoi ? Parce que les derniers niveaux accueillent des terrasses. Ils accueillent des terrasses, ils accueillent des penthouses luxueux, ils accueillent des appartements en duplex qu'on qualifie d'hôtels particuliers. C'est le cas de l'opération que Rouge-Pitz construit sur le quai d'Orsay. On va retrouver le même vocabulaire du bow window. Donc voilà, quai d'Orsay, on comprend bien que là-bas, en haut, ce ne sont pas des chambres de bonne, c'est tout autre chose. Alors cette opération est encore plus luxueuse. Là, on l'a vue aérienne. La Seine est ici, on est sur le quai d'Orsay. Parcelle traversante cette fois-ci. En rez-de-chaussée, sur cette rue-là, dont j'ai oublié le nom, on a plutôt des bureaux. Et côté quai d'Orsay, on a une loge de concierge avec l'accès au service dans la cour, et avec l'escalier de service, évidemment. L'avant-vestibule, le vestibule, l'escalier principal, l'ascenseur, etc., etc. Puis le garage pour une ou deux automobiles. Plan d'un étage à droite, escalier principal, escalier de service. Alors l'escalier de service,
parfaitement connecté à la cuisine et aux chambres de domestiques qui la logent au même niveau que les habitants. Escalier principal, une galerie, d'un côté bureau, living room, salle à manger. Le terme living room est un terme nouveau. Living room, salle à manger, bureau d'un côté. Ce bureau, avec le principe de ce tambour-là, peut être complètement autonomisé si besoin est pour en faire une chambre. Puis de l'autre côté, ou un bureau clos. De l'autre côté, lingerie, salle de bain, chaque chambre a sa salle de bain, sauf celle-ci qui est beaucoup plus petite. Et l'escalier se développe dans la cour intérieure. Hôtel particulier au 6e et 7e étage. Le 6e, le 7e. Escalier principal, galerie qui distribue une chambre avec sa salle de bain, une deuxième chambre avec sa salle de bain, chambre, boudoir. Un niveau de chambre. Le niveau de chambre est au niveau bas. Évidemment, puisque au 8e étage, il y a une terrasse, donc c'est plus judicieux d'installer les pièces de réception au-dessus du niveau des chambres. De ce côté-ci, connecté à l'escalier de service, eh bien, ce sont les chambres des domestiques qui ici sont logés sur place, au même niveau. Cuisine, office, lingerie, salle de bain pour les domestiques, avec accès direct via un escalier à l'office et à la salle à manger. À l'étage supérieur, effectivement, salle à manger, salon, avec un bar, une galerie, qui est connectée de l'autre côté à un lieu de réception, représentation. C'est un studio avec une scène et une loge d'artistes. Bon, voilà, un appartement assez confortable, assez spacieux. Et à l'étage supérieur, l'aménagement de la toiture avec des terrasses, pergolas, etc. C'est ce qu'on voit sur cette vue aérienne. Là. Donc voilà, une opération plutôt privilégiée, si je puis dire. Le Corbusier et Pierre Jeanneret, rue Ningesser et Colly. C'est une opération de 1934 qui est construite du côté de la porte Molitor. Une façade est sur la commune de Boulogne et l'autre est sur la commune de Paris. C'est une opération dans laquelle Le Corbusier va se réserver les 2 derniers niveaux pour son logement personnel et pour son atelier de peintre. C'est une parcelle traversante. L'immeuble voisin, c'est un immeuble construit par Michel Rouge-Pitz. Cette opération a fait l'objet d'une petite monographie réalisée par Jacques Brigliot. C'est un bâtiment qui fait partie des 17 œuvres de Le Corbusier qui ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a évidemment tous les bâtiments que vous connaissez, Villa Savoie,
Maison du docteur Cruchet à La Plata, Ronchamp, le Cabanon, le Capitole, etc. 3 opérations de logement collectif, l'immeuble Clarté à Genève, l'immeuble de la Porte Molitor et l'unité d'habitation de Marseille. Les 2 là sont construits au même moment. L'immeuble Clarté, je ne détaille pas, c'est une œuvre majeure qui a été totalement réhabilitée au cours des dernières années. L'immeuble Clarté et l'immeuble de la Porte Molitor, ce sont des projets qui poursuivent des recherches identiques sur les enveloppes, l'idée étant de tenter de vitrer entièrement les façades, avec du vitrage traditionnel, avec du vitrage armé, avec du pavé de verre, avec du vitrage translucide. Je ne le détaille pas celui-ci, mais c'est intéressant parce que au même moment, sur 2 opérations de logement, Le Corbusier et Pierre Jeanneret essayent d'optimiser la surface vitrée des logements. Bon, là, on voit que c'est quand même poussé à l'extrême, parce que même les planchers sont construits avec des briques de verre. Ça générera des tas de problèmes en termes d'ensoleillement excessif parfois, ensoleillement qui nécessitera des dispositifs de store, etc., pour pouvoir être contrôlé. Mais bon, bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que la question du soleil, on l'a vu chez les architectes des fondations philanthropiques au début du siècle, la question du soleil, elle devient une question liée à des problématiques de santé. Chez Le Corbusier, c'est le même positionnement à une nuance près, c'est que c'est aussi l'objet de spéculations techniques et formelles sur l'objet architectural. Vitrer intégralement les façades, ça a aussi une incidence sur l'écriture architecturale des édifices, ce qui n'était pas le cas fondamentalement, ce n'était pas un objet déterminant dans la réflexion des fondations philanthropiques. Chez Sauvage, c'est le principe du gradin qui doit permettre d'atteindre cet idéal hygiéniste. Chez Le Corbusier, ça se traduit différemment. D'une manière plus générale, l'immeuble Clarté et l'immeuble de la Porte Molitor, ils font partie des recherches de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret sur l'habitation collective. Alors, l'opération de Marseille, l'unité d'habitation de Marseille, ça sera l'apogée de cette réflexion. Mais tout ça est amorcé dans les années 20. C'est son projet d'immeuble villa de 1922. Un appartement type a été construit en 1925 à l'Exposition internationale des arts décoratifs de Paris. Ce projet n'est pas construit, fait partie de sa réflexion théorique. Un ouvrage de Soline Nivet s'y consacre. Mais on retrouve cette ambition-là lors des premiers échanges entre Le Corbusier et les maîtres d'ouvrage. L'idée, c'est de bénéficier d'une situation urbaine exceptionnelle, à proximité de terrains de sport, un quartier en construction, de vastes emprises à lotir. Le Corbusier imagine dans un premier temps qu'il va pouvoir adapter ce dispositif-là à cette situation urbaine. En réalité, ça ne sera pas le cas et il va se retrouver avec une petite parcelle, j'ai oublié la superficie, mais peu importe. Parcelle modeste, alors qu'il envisageait de
lotir, de construire un immeuble beaucoup plus conséquent. Alors, dans la durée, donc là, on retrouve le principe, sur cette coupe, on retrouve un principe qui sera celui de l'unité d'habitation de Marseille. Bon, voilà. À l'époque, il y a des terrains de sport, c'est très bien. Aujourd'hui, manque de bol, il y a le Parc des Princes et ça va être le stade Jean-Bouin de Ricciotti. Ce qui crée un environnement évidemment totalement toxique. Ouais, je cherchais la taille de la parcelle, 26 par 13. Cette parcelle est orientée est-ouest, ce qui est plutôt qualitatif. Une vue générale. Axonométrie, où on voit le dernier niveau, une vue de l'atelier de Le Corbusier. Donc l'immeuble se développe comme ça, avec une courette de service ici et une cour plus conséquente ici qui est dans le prolongement de cette cour-là de l'immeuble de Rouge-Pitz existant. L'entrée principale, donc ça c'est le plan du rez-de-chaussée. L'entrée principale, le hall d'entrée. J'ai un détail juste après. Le hall d'entrée. Les poteaux, l'accès à l'ascenseur. Ici, un local que je n'ai pas identifié, peu importe, ça c'est un logement en rez-de-chaussée mono-orienté. Entrée de service sur le côté, dans la cour intérieure, la cour de service. Un escalier de service, un monte-charge, un escalier qui descend au parking. Là, dans cette opération, les parkings sont en sous-sol. Les chambres de bonne au rez-de-chaussée, on les voit ici. Et une buanderie des services réunis à cet endroit-là. Voilà, donc idem chez Le Corbusier, parfaite dissociation de l'entrée des habitants et de l'entrée du personnel domestique habitant. Cette vue est une vue, on est ici, là, et on regarde vers la porte d'entrée de service qui est à l'extrémité. Un étage courant. Ce qui caractérise l'architecture de ces appartements, c'est en premier lieu cette idée de flexibilité. Cette flexibilité, elle est rendue possible par la mise en œuvre du plan libre. Ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire que je ne connais pas l'organisation actuelle de ces logements, et dans la mesure où des poteaux assurent la stabilité de l'immeuble, on a affaire à un système potodal, et donc on peut envisager de disposer relativement librement les différents éléments de l'habitation, avec une contrainte, ce sont les circuits d'alimentation et d'évacuation d'eau, évidemment. Mais il y a une relative liberté. Alors, ça marche comment? Escalier de service, l'escalier principal, et puis le monte-charge qui est ici. Donc, on prend le principe, il y a une circulation dans cette petite courette.
ici, une cour plus importante ou une courette plus importante, 2 appartements, une entrée, un salon, living room, et puis une ou 2 chambres un peu bizarrement distribuées avec une énorme salle de bain. Je suis pas totalement convaincu par ce plan, je suis pas certain qu'il ait été réalisé comme ça. Et puis de l'autre côté, une chambre avec sa salle de bain, éclairée sur cour ou un bureau, que sais-je encore, et ici une chambre, partie plutôt réception, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon. L'appartement de Le Corbusier, atelier appartement Le Corbusier au 7e étage. On entre ici. L'ascenseur s'arrête au niveau inférieur. Ici, c'est le volume de la machinerie d'ascenseur. Il s'arrête au niveau inférieur parce que s'il poursuit jusqu'au 7e ou 8e étage, il y a le volume qui vient pénaliser l'emprise de la surface du jardin sur la toiture, qui est pas très grand. Donc, on peut utiliser le monte-charge, et l'ascenseur principal, lui, s'arrête au niveau inférieur. Une entrée, l'accès à l'atelier, et de l'autre côté, salon, salle à manger, la cuisine qui est ici, connectée à la passerelle de service, une chambre avec de très nombreux équipements sanitaires, et puis un balcon. Alors, si on reste sur l'atelier, là on est dans l'atelier, évidemment il y a une logique de voûte qui est très élégante, très belle. L'atelier est traversant, il donne à la fois sur la cour intérieure et sur la rue. Il est entièrement vitré et ça posera des problèmes, évidemment, pour un atelier. Orientation est-ouest, ça peut être pénalisant. Le nord est très largement préférable, mais voilà, les circonstances sont celles-ci. Lumière assez intense qu'il faudra filtrer, et voilà, c'est un problème auquel sera confronté Le Corbusier dans sa réflexion générale sur le vitrage intégral de ces immeubles. Ici, c'est une vue depuis l'atelier vers l'escalier, vers la partie habitation. Vous voyez que la clôture est réalisée par une très grande porte pivotante. Alors effectivement, dès qu'elle est déployée, la vue est assez majestueuse de l'un à l'autre, de l'un vers l'autre. Une coupe longitudinale, le volume de l'atelier, l'escalier qui permet de monter à l'étage supérieur, et puis le volume de l'appartement. La galerie de distribution qui relie la chambre de bonne de monsieur et madame Le Corbusier à la cuisine. Ça, c'est une vue vers la chambre de bonne, totalement vitrée, en partie, totalement vitrée, à l'exception de parties non qui sont laissées à l'air libre. Vue depuis le monte-charge vers la cuisine, donc on voit à travers la cuisine en direction de la terrasse, et puis un élévateur qui permet d'assurer la manutention d'objets volumineux dans la cour. La cuisine, dessinée par Charlotte Périllan. La terrasse qui se trouve ici. Et puis, une vue, là on est juste là, ça c'est le volume de la machinerie de l'ascenseur.
qu'on voit ici. Et là, on voit l'éclairage génital qui se retrouve là, une petite cheminée, un coin salon, et puis au fond, la salle à manger. La chambre et la salle de bain. Une porte qui intègre une penderie, une douche, etc., etc. J'entre pas dans le détail, donc c'est très équipé quand même pour l'époque, hein. La douche se trouve dans ce volume-là. Et un lit étonnant, qui doit être à 1,20 m de haut. Lit un peu spartiate à 1,20 m de haut qui permet, lorsqu'on est allongé, d'avoir le regard qui échappe, qui échappe au-dessus du garde-corps en maçonnerie de la terrasse. L'escalier, le petit escalier, là c'est une photo lorsque Le Corbusier habitait cet appartement. Il y habitera jusqu'à sa mort, en 1965. L'escalier, superbe, qui permet d'accéder à l'étage supérieur. Là, on voit cette porte pivotante, là, qui est ici. Donc là, on est sur la toiture, à l'étage. On arrive ici sur un petit palier. Il y a une petite chambre avec sa terrasse. Ça, c'est un dispositif technique, vase d'expansion du chauffage, ou je ne sais plus très bien. Et un lavabo, une douche, et puis la petite terrasse qui se trouve ici. Ça, c'est le volume de la machinerie du monte-charge. Le jardin qui se trouve ici, avec une vue superbe sur le bois de Boulogne et Paris. Voilà pour Le Corbusier. On passe à un autre architecte, Jean Ginsberg. J'en ai déjà dit 2-3 mots précédemment. C'est un architecte qui commence à construire dans les années 1930 et qui va s'imposer au cours des années 1950 et 1960. Il construit son premier immeuble au 25 avenue de Versailles, c'est dans le 16e arrondissement, alors qu'il est très jeune. Il a 26 ans. Il construit cet immeuble avec un Berthold Lubetkin. Un petit détour en préalable par Lubetkin. Lubetkin, c'est un architecte qui a un peu disparu des radars de l'histoire de l'architecture moderne, mais qui est une personnalité tout à fait intéressante. Lubetkin, il part à Londres peu après la réalisation de cette opération avec Ginsberg. Il part à Londres au début des années 30 et il va réaliser notamment deux opérations qui vont devenir iconiques. C'est la piscine des pingouins du Zoo de Londres et l'opération High Point à Londres. High Point, pourquoi High Point? Pourquoi? Parce que c'est un site qui est surélevé par rapport à la topographie générale. Alors,
Je vais revenir sur Ginsberg, mais juste un mot sur cette opération High Point. Lou Bedkin, c'est un architecte qui va être l'un des promoteurs de l'architecture moderne en Angleterre, l'un des premiers à développer une écriture moderne en Angleterre. Et dans cette opération, High Point 1 and 2, c'est en 2 phases, on retrouve des thèmes chers aux architectes modernes comme le Corbusier, la question des pilotis, de la fenêtre en longueur, des services collectifs dans les immeubles, etc., etc. Donc là, on voit bien opération High Point 1 et la version 2, High Point 2, 1934-1938, une opération qui se développe dans un aménagement général avec des équipements sportifs, un parc, etc. Zoom sur l'opération 1, la première phase. Ça, c'est la maquette du rez-de-chaussée. Maquette du rez-de-chaussée qui, lorsqu'on entre un peu dans le détail, montre bien l'importance accordée au service dans la conception des immeubles d'habitation, avec des espaces collectifs, des services assez généreux. Donc voilà, en 2 mots, une entrée, un hall et jardin d'hiver, on est dans cette partie-là. Le hall d'entrée à proprement parler ici, qui est une galerie en réalité, petit appartement, concierge, etc. Les chambres de personnel, et puis un salon de thé avec une terrasse qui conduit dans le jardin. Donc, c'est assez conséquent en termes de services, de pièces collectives proposées. Donc la couleur jaune n'a rien à voir dans ce que je souhaite montrer ici. Mais vous voyez, cet espace-là, c'est cet espace-là. C'est quand même relativement rare de trouver des espaces aussi largement dimensionnés dans des habitations collectives. Vue de la galerie. High Point 1, High Point 2, système distributif assez rationnel, assez efficace, qui donne la chose suivante, donc circulation verticale des ascenseurs et des escaliers. Vous voyez en rez-de-chaussée, les 2 circulations de l'opération numéro 1 sont ici et ici, aux 2 extrémités de la galerie. Donc là, je bascule le plan par commodité. Donc voilà, ça se présente comme ça, un étage courant, les 2 éléments de distribution. On a 4 logements par palier, donc ça fait 8 logements par niveau. Et on a 2 types, un type T3 de 70 mètres carrés et un type T4 de 110 mètres carrés, avec des épaisseurs très minces. On est autour de 7,50 mètres d'épaisseur. Appartement type A, une entrée, un grand living room, une cuisine, un coin repas, une chambre, 2 chambres, 3 chambres, une salle de bain. Donc là, en termes d'équipement, on n'est pas dans du logement haut de gamme, mais on est dans du logement moyen de qualité en Angleterre. On a des prestations en termes d'équipement intérieur qui sont tout à fait puissantes pour l'époque. Appartement type B. Entrée, chambre, living room, double orientation, chambre et chambre.
salle de bain également. Donc voilà, une organisation très simple et des équipements sanitaires performants qui sont évidemment dans la presse de l'époque célébrés. Une paroi totalement équipée dans la chambre, un dispositif qui permet d'ouvrir intégralement le vitrage du séjour. Et puis c'est quand même qualitatif parce qu'on a quand même un élément, un module qui bénéficie de 3 orientations, ce qui n'est pas banal. L'opération numéro 2, qui a été beaucoup moins publiée, c'est une opération qui vise une gamme supérieure. Il y a 2 logements par palier et donc 4 par niveau. Ce sont des T6 duplex. On accède au logement directement via l'ascenseur, ce qui est aujourd'hui interdit en France en tout cas. Donc accès direct depuis l'ascenseur, un vestibule, une cuisine, une chambre en bas et puis un séjour avec une partie en double hauteur qu'on voit ici. Et à l'étage, une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres et la double hauteur. Une vue d'un appartement, donc vous voyez le principe le jaune, là ça ne correspond à rien du tout. L'appartement, partie en double hauteur, voilà, ce sont des logements de qualité. Et puis au dernier étage, un appartement très agréable qu'occupera Loubetkin lui-même pendant une grande partie de sa vie. Alors, je reviens à Ginsberg. Je vais présenter rapidement une opération qui construit toujours avenue de Versailles, au numéro 42. Il l'a construit en 1934. C'est une des plus belles opérations des années 30, qui a été très largement publiée. Alors vous voyez, c'est cette opération d'angle là. L'avenue de Versailles est ici. Façade sur l'avenue de Versailles, balcon loggia sur toute la hauteur. La cour commune, donc si on se remet ici, voilà, la cour commune, c'est cette cour qui est là. Et façade sur cette rue-là dont j'ai oublié le nom, où on retrouve les loggias et puis des éléments, des fenêtres en longueur qu'on retrouve ici. À noter qu'il y a dans le règlement urbain, à cet endroit-là, une imposition. Cette imposition, c'est de gérer un pan coupé. On ne peut pas y aller à angle droit, il faut gérer le pan coupé. Et la forme, cette forme-là, elle naît directement de la contrainte urbaine. Ce projet, c'est un projet un peu différent des précédents, et notamment du projet, il est vraiment en contraste par rapport à celui que j'ai présenté d'Henri Sauvage. Les 2 d'Henri Sauvage d'ailleurs, qui sont plutôt de grands appartements avec beaucoup de chambres, destinés à des familles quand même assez conséquentes, des familles à la fois fortunées, ou très à l'aise financièrement et relativement nombreuses. Là, ce qu'on vise plutôt, ce sont des couples ou des couples avec enfants, disposant de moyens financiers certains, mais on est plutôt dans une logique de logement avec un nombre de chambres assez modeste.
La circulation verticale, les circulations verticales avec une courette. C'est-à-dire on va retrouver dans toute cette période-là, on l'a vu chez Le Corbusier, on l'a vu ailleurs, on l'a vu rue Vavin pour Sauvage, dans son immeuble à gradins, il y a régulièrement encore des courettes pour des questions de ventilation, des questions sanitaires. Donc un noyau central, là on voit bien qu'il y a une volonté d'optimiser la place, d'optimiser le plan d'étage courant en positionnant le noyau de circulation dans une place la plus favorable qui soit. Prise de lumière sur la courette, on la voit ici. Courette qui permet de ventiler l'office de ce studio et puis sa salle de bain et la salle de bain de ce 2 pièces. Les chambres de domestiques sont placées en rez-de-chaussée avec des studios. Je n'ai pas le plan de rez-de-chaussée là, mais comme chez Le Corbusier, les domestiques sont au rez-de-chaussée, ils sont pas au dernier niveau évidemment, sauf dans le cas de Le Corbusier pour sa propre femme de ménage. Un dispositif ici, alors ça, cet escalier-là, c'est un escalier qui descend au -1. C'est pas un escalier qui monte dans les étages. Dans les étages, on accède ici, c'est l'escalier de service, le monte-charge de service, qui permet d'accéder soit directement à 2 cuisines, soit de rejoindre le palier et d'accéder au logement par ailleurs. Voilà l'étage courant, ça donne à peu près ça. Un studio. Deux T2 aux extrémités. Ce sont des T2 qui sont assez spacieux, il faut à peu près 100 mètres carrés. Ça, c'est une photo récente. Cet appartement-là était à vendre. Appartement d'angle, T2 également. Et partout, et c'est ce que soulignent les publications de l'époque, évidemment, comme chez Lobetkin, voilà, un souci particulier concernant le confort moderne. C'est perçu comme un luxe à l'époque, c'est perçu comme un luxe parce que quand vous regardez ces chiffres-là, 20 ans plus tard, en 1954, il n'y aura que 19% des résidences parisiennes, des appartements parisiens, 19% qui auront une salle d'eau. 20 ans plus tard. Donc on comprend bien que dans les années 30, c'est encore une forme de luxe et c'est salué, souligné dans la presse professionnelle. L'hôtel particulier des 8e et 9e étages. Donc là, on a un appartement un peu plus grand. C'est celui-ci qui doit faire 100 mètres carrés. Je pense que les 2 pièces, les étages inférieurs, je vérifierai, mais ils doivent plutôt être autour de 60 mètres carrés. Ça me paraît un peu excessif. Celui-ci est plus grand. Bon, là, on a un appartement qui est tout à fait spacieux et convenable. Ils sont tous spacieux et convenables. La question est, voilà, il est plus grand. Voilà, il est plus grand. Il est qualifié d'hôtel particulier, donc il est un peu plus grand. Vestibule. L'accès à la cuisine depuis le monte-charge, voilà, vous avez compris le truc. Et
un escalier intérieur, salon, salle à manger. Là, on voit l'amorce de l'escalier. Une vue dans un sens, une vue dans l'autre. Les terrasses, généreuses évidemment. Je n'ai pas l'étage supérieur. Bon, Ginsberg est publié systématiquement dans cette période avec quelques très très beaux immeubles. Vous pouvez les retrouver évidemment dans l'architecture d'aujourd'hui et dans d'autres revues dans l'architecture, dans la construction moderne, qui sont les deux grandes revues de l'époque. Pour information, toutes les revues comme l'architecture d'aujourd'hui, technique et architecture, sont évidemment disponibles à la bibliothèque, mais vous pouvez aussi les trouver via Internet sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Il y a des revues numérisées. Donc l'architecture d'aujourd'hui, par exemple, est numérisée de 1930, date de sa création, à 1952, je crois. Donc les 20 premières années de l'architecture d'aujourd'hui sont disponibles en ligne. On peut les télécharger. Et voilà, c'est un outil qui est absolument fondamental lorsqu'on s'intéresse à l'architecture, pouvoir aller voir les œuvres telles qu'elles ont été publiées à l'époque et les voir en vrai, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que l'exemple de l'immeuble de la rue Molitor, d'appart Molitor, de Corbu, ça se visite. Ça se visite. C'est la Fondation Le Corbusier qui organise ça. Tous les samedis après-midi, samedi matin et après-midi, on peut visiter l'appartement atelier de Le Corbusier. Donc l'architecture, ça se consulte dans la presse, sur des supports papier, ça se consulte sur Internet, mais ça se consulte aussi, ça se consulte en vrai également. Alors, j'ai évoqué cette expression de confort moderne. Elle est un peu désuète aujourd'hui, cette expression, mais on voit bien qu'il y a une attention particulière dans ces immeubles de standing. Ce sont les lieux où se diffuse le confort moderne, et le confort moderne, ça renvoie inévitablement à l'évolution de l'équipement domestique et à l'essor des appareils ménagers, à l'essor des équipements ménagers qui s'accélèrent entre les deux guerres. Ça peut paraître anecdotique, en réalité, ça ne l'est pas. À commencer par le Salon des Arts Ménagers, qui est une institution qui va considérablement contribuer à modifier les manières d'habiter des Français. Alors, de quoi s'agit-il ? Le Salon des Arts Ménagers, il est fondé en 1923 par André Jules Louis Breton. C'est un militant socialiste, c'est un physicien de renom, il est l'inventeur du premier char d'assaut français et du premier lave-vaisselle français. C'est une personnalité qui a été ministre de l'Hygiène et de la Prévoyance de 1920 à 1921, et c'est une personnalité qui devient directeur de l'Office national des recherches scientifiques, industrielles et des inventions. C'est l'origine du CNRS. À partir de 1938, on parlera du CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Le Salon des Arts Ménagers, il poursuit d'emblée plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de donner une vitrine aux industriels français en matière d'équipements ménagers à une époque où ce sont les Américains et les Allemands qui dominent le marché de l'équipement ménager. C'est une démarche qui entend être favorable à l'économie française, sachant que, évidemment, la perspective, c'est la création d'un marché de l'équipement ménager. Le deuxième objectif,
poursuivi par les animateurs de ce salon. Le deuxième objectif, c'est d'alléger les tâches ménagères. Alors pourquoi alléger les tâches ménagères? Pour une raison assez simple, c'est qu'il s'agissait d'inciter les femmes qui avaient remplacé les hommes dans les usines et les ateliers pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, il s'agissait de les inciter à revenir au foyer. Revenir au foyer pour assurer leur rôle de mère. Leur rôle de mère. C'est un discours récurrent dans cette période, tous bords politiques confondus. On s'inquiète de la dénatalité du pays et un des moyens envisagés pour réengager la France dans une perspective nataliste favorable, eh bien, c'est que les femmes acceptent de jouer leur rôle de mère. Cette citation de l'art ménager en 1930, elle est assez explicite par rapport à cette thématique. Mais une fois de plus, ce n'est pas dans cette période un discours qui est diffusé par des individus ou des hommes politiques exclusivement réactionnaires. C'est une préoccupation qui est partagée par toutes les sensibilités sociales. Donc ça, c'est un élément important, c'est le deuxième. Et le troisième objectif, qui est poursuivi par cette manifestation, c'est de pallier la crise de la domesticité. Alors, la crise de la domesticité, c'est une question assez complexe, mais pour faire court, cette crise, ce qu'on appelle à l'époque la crise de la domesticité, elle est liée au départ des personnels de maison vers des emplois moins humiliants, vers des emplois mieux rémunérés dans l'industrie ou dans les services. Et on fait l'hypothèse que des serviteurs mécaniques pourraient contribuer à résoudre ce problème. Ce qui commence à disparaître au cours des années 1920, c'est un fait, ce sont les domestiques à demeure. Et ce qui se répand de plus en plus, ce sont des services domestiques ponctuels. Sauf évidemment dans les demeures, dans les appartements de luxe que j'ai présentés précédemment. Quatrième objectif du salon, c'est de jouer un rôle dans la valorisation du logis comme stabilisateur de la vie familiale et comme moteur de l'hygiène sociale, que résume également cette formule. Voilà. Donc, ce sont des objectifs qui sont clairement assignés aux arts ménagers dans les années 20, dans les années 30. Au sein du salon des arts ménagers, tout ça va se traduire par des colloques sur l'habitation, sur l'hygiène au foyer. Ça se traduit par des concours consacrés à des maisons idéales, à l'aménagement des cuisines, de la salle de bain. Sachant que tous ces événements sont médiatisés par cette revue, Art Ménager, qui s'appelle L'Art Ménager au début, ensuite c'est Art Ménager, qui a un tirage absolument colossal. C'est une revue qui est très largement diffusée et qui aura un impact réel sur l'éducation des Français en matière d'habitation et d'hygiène domestique. Revue Je sais tout, c'est une revue de vulgarisation scientifique, La maison sans domestique. On est en 1924. On imagine qu'à terme, les domestiques ne seront plus indispensables. Dans un premier temps, c'est un peu compliqué parce que ces appareils ménagers coûtent non seulement très cher, il n'y a pas de production industrielle, ils coûtent très cher, ils sont très volumineux, on comprend bien qu'on ne peut pas les installer n'importe où, mais en l'espace de quelques années, il y a des progrès considérables qui vont être réalisés. Donc là, un des premiers, un motolaveur à usage ménager, c'est un des premiers lave-vaisselle, salon des arts ménagers autour des années 1930, un aspirateur de 1903 monté sur chariot. C'est un aspirateur qui fonctionne à partir de la rue, évidemment, et qui nécessite 3 personnes. Un aspirateur américain de 1914 pourrait être encore quand même un peu musclé pour le manipuler, mais voilà, les choses font des progrès très rapidement. La crise domestique résolue grâce à l'aspirateur électrique de poussière.
ce qu'on envisage, c'est que les femmes pourront à terme s'occuper des travaux ménagers elles-mêmes, sans recourir systématiquement à des personnels domestiques, grâce à ce qu'on appelle les fées du logis, à ces serviteurs mécaniques. Aspirateur Vampire 1925, aspirateur Hoover 1937. Madame fait le ménage elle-même. Une des stars de l'époque, c'est le frigidaire. Alors évidemment, le docteur Frigidaire, ça se comprend, c'est que ça va quand même mettre fin à de très nombreux décès liés à des intoxications alimentaires. Frigidaire, c'est une marque américaine. Frigidaire, c'est un nom générique aujourd'hui, mais à l'origine, c'est une marque américaine qui a été créée par General Motors en 1918. La cuisine est investie, évidemment. L'esthétique de la cuisine, c'est Robert Wallace Stevens qui a écrit un très long article dans la revue Art Ménager, L'Art Ménager, en 1931. Et voilà, on comprend bien les deux mondes. Le monde d'avant, l'appartement, la cuisine, ces cuisines dans lesquelles les maîtresses de maison ne mettaient jamais les pieds. Ces cuisines-là, il faut envisager d'en faire des lieux sains, des lieux pensés comme des laboratoires, des lieux pensés dans une logique de conformité à des principes d'hygiène, d'entretien. Une cuisine moderne ne doit comporter aucune décoration, aucun ornement, etc. Je vous laisse lire la formule. Elle doit être blanche, immaculée. Elle devrait être construite comme un laboratoire. Avant, après, c'est le programme. Le programme, la suprême distinction dans une demeure, c'est de pouvoir faire visiter les pièces d'office avec la même assurance et la même fierté que les pièces de réception. Voilà, publicité pour les cuisines Armand en 1931. Alors, il y a une valorisation des équipements ménagers, des appareils ménagers. Ces appareils ménagers-là, ils vont, dans un premier temps, cohabiter avec des personnels domestiques dans les résidences de standing que je vous ai montrées précédemment. Dans le même temps, que se passe-t-il dans l'habitation populaire? Les habitations à bon marché, les HBM, prennent le relais après la Première Guerre mondiale. Elles prennent le relais des opérations philanthropiques que j'ai évoquées lors du précédent cours. L'objectif poursuivi, il est le même: résorber les taudis. Le taudis, l'habitation à bon marché, loyer 360 francs, loyer 360 francs. Dans un cas, vous n'avez ni air, ni lumière, ni eau, ni gaz. Dans l'autre, vous avez du grand air, du soleil et de l'eau et du gaz à tous les étages. Voilà. C'est une affiche de propagande pour sensibiliser le public au bien fondé des stratégies publiques en matière d'habitation. Et le fait est que il y a des opérations qui sont construites dans cette période dans toute la France. Moi, je vais me focaliser plutôt sur Paris. Il y a des opérations qui sont réalisées dans toute la France, des habitations à bon marché. Donc à Paris, il y a des opérations de tailles diverses qui sont mises en œuvre. C'est le cas des immeubles à Redans, cette opération-là, de Henri Provençal que je vous ai montré la semaine dernière. Et c'est le cas de cette opération d'Henri Sauvage. C'est une opération qui est particulièrement médiatisée. C'est un ensemble HBM qui est construit rue des Amiraux, dans le 18e arrondissement de Paris. Donc, premier immeuble à gradins, c'est rue Vavin, ça doit être 1913 de mémoire. Là, on est en 1928, 15 ans plus tard.
Sauvage persiste à essayer d'utiliser le principe du gradin pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Il est ici dans une situation qui est plus favorable. Le terrain est plus généreux, il est beaucoup moins contraint en termes de mitoyenneté. Et c'est une habitation à bon marché équipée d'une piscine. Vous voyez la coupe générale. Sauvage voulait installer un cinéma dans un premier temps, ça lui semblait parfaitement approprié. Et puis la mairie de Paris va lui imposer la construction d'une piscine. L'opération a été totalement réhabilitée il y a quelques années et la voilà aujourd'hui. L'entrée de la piscine qui se fait ici. Alors vous comprenez le principe, hein. Ça, ce sont des immeubles existants, donc tout ça, c'est disponible et le bâtiment se développe comme ça, avec une façade plutôt orientée au nord, de ce côté-là, et plutôt au sud de ce côté-là, ouest ici. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit un peu plus tard, mais vous voyez le principe des gradins. Voilà une coupe un peu plus précise, agrandie tout au moins. La rue des deux côtés. Donc c'est une coupe dans ce sens-là, hein. Coupe transversale. Les appartements, les logements qui se décalent à mesure que l'on monte avec ici des caves. Des caves qui sont reliées au niveau rue par un mont de charge. Donc le mont de charge ne concerne que les niveaux caves. Ici, c'est une cage d'escalier. Je vais détailler ça un peu plus loin. Donc là, on voit bien la circulation avec la circulation qui est ici, pardon, avec prise de lumière sur la cour et le volume de la cour intérieure. Le plan général, comme dans l'opération de la rue Beaujon que j'ai montré tout à l'heure, l'opération de logement privé haut de gamme, voilà, il y a une recherche de symétrie, de répétition des éléments, d'axialité, qui est assez claire. Je n'entre pas dans le détail des plans de logement, mais ce qu'on observe, c'est ça, première chose. Donc, circulation verticale, pas d'ascenseur, 4 éléments. Des courettes pour gérer l'épaisseur de l'immeuble en fonction des standards d'hygiène de l'époque. En réalité, on pourrait très bien s'en passer, elles n'apportent quasiment rien, ces courettes. Et puis une courette principale, c'est celle-là, celle qu'on voit là, ici. Les caves et le mont de charge, les monts de charge, qui permettent de stocker des objets dans les caves. Un noyau classique, un appartement, petit appartement. Ils n'ont a priori pas de salle de bain. Entrée, cuisine, WC, pièce, très modeste. Entrée, cuisine, WC, chambre. De l'autre côté, la même chose. À l'extrémité, le même principe de rationalité.
Alors cette opération, elle est intéressante parce qu'on voit que, bon déjà elle est très bien construite, elle a plutôt bien vieilli, elle a pu être réhabilitée dans de très bonnes conditions. Elle est intéressante par le programme qu'elle propose, associer une piscine à un immeuble d'habitation. Alors évidemment cette piscine, elle est là pour amortir, pour gérer en fait ce problème du gradin. Après on peut quand même s'interroger sur les limites de la démarche hygiéniste. Il y a quand même des courettes un peu sordides qui sont aménagées. On se dit que certains appartements sont quand même exclusivement aérés, ventilés sur la cour intérieure. Beaucoup d'appartements sont mono-orientés, ce qui est quand même parfaitement défavorable à la thématique hygiéniste. Il y a des appartements avec terrasse en façade nord, ce qui est quand même un peu problématique. Lorsqu'on organise les choses de manière relativement symétrique, il y a un moment où l'exercice a ses limites. Des terrasses au sud, d'accord, des terrasses au nord, c'est moins pertinent. Et puis il y a une question sur le foncier. Il est probable qu'on aurait pu construire plus de logements à cet endroit-là, des logements qui, avec une forme urbaine classique finalement, auraient probablement pu avoir des ambitions en termes d'hygiène et de qualité supérieures. Voilà. Cela dit, c'est une opération culte. Il faut bien reconnaître qu'elle est de très grande qualité, mais qu'elle se prête aussi à la critique. Au même moment, à Villeurbanne, et Villeurbanne dans la banlieue de Lyon, on construit l'intégralité du centre de Villeurbanne avec des équipements publics, un hôtel de ville et puis des logements sociaux. On construit près de 1500 logements sociaux. Maurice Leroux, architecte urbaniste, en fait c'est un autodidacte. Ça sera son œuvre majeure. C'est un peu un architecte qui vient de nulle part et qui n'ira pas très loin, mais qui construit cette opération tout à fait remarquable. Pourquoi est-elle remarquable? Alors évidemment, je vous invite lorsque vous allez à Lyon, à aller faire un petit tour par ce quartier, qui aujourd'hui est en train d'être à nouveau prolongé, densifié, réhabilité. Il est intéressant ce quartier parce que il y a plusieurs phénomènes qui apparaissent. Premier phénomène, c'est l'imaginaire des gratte-ciel américains qui est très présent dans la presse architecturale française des années 30. Ça renvoie à des idées de confort moderne, de chauffage urbain, ce qui sera le cas ici, de techniques de diffusion du confort moderne absolument novatrices. Techniques constructives également, puisque là on va construire avec une structure acier à l'image des gratte-ciel américains. Deuxième point intéressant, c'est que on combine ici, dans cette opération, des références hygiénistes, évidemment, liées à l'air et à la lumière, qui sont les redans notamment d'Henri Provençal, que j'ai montré tout à l'heure, et puis les gradins de Sauvage. Il y a à la fois une architecture du redan et une architecture du gradin. Et puis un autre fait singulier, c'est que pour les socles des immeubles, on le verra mieux tout à l'heure, pour le socle des immeubles, on va construire à l'alignement de la voirie, sur un ou deux niveaux, dans une démarche tout à fait classique par rapport à ce qu'on a fait depuis des siècles dans Paris et dans toutes les villes de France. Je vais être plus clair à ce propos dans les images qui suivent. Un documentaire, Les étonnants gratte-ciel de Villeurbanne, ça dure 7-8 minutes et voilà, ces choses-là sont brièvement et brillamment résumées. Alors le principe, il est assez simple. Ça, c'est un socle. Donc cette coupe-là, dans le sens là, coupe transversale,
un socle, 1 ou 2 niveaux selon les endroits, destiné à des commerces, avec éventuellement de l'éclairage zénital, et puis des immeubles qui sont déterminés par les prospects en vigueur à cette époque, qui sont très généreux, et ça ne durera pas longtemps. Donc là, on voit bien le socle de commerce et le principe des immeubles avec les gradins ici. En plan, donc ça c'est un plan général, enfin sur un tronçon assez conséquent. On voit bien comment ça fonctionne. On parle d'architecture de Redan ou d'architecture en peigne. On comprend bien le principe du peigne. Donc il y a vraiment une artère centrale sur laquelle vient se greffer différents éléments. Donc voilà un zoom sur le plan de rez-de-chaussée très rapidement. 2 accès possibles de part et d'autre, depuis les 2 rues. Un accès à travers le socle de commerce, ce qu'on voit là. Un accès par une petite cour qui mène au hall également, avec des circulations verticales. Et aux étages courants, eh bien c'est très simple, hein, vous comprenez bien le principe. L'artère centrale que l'on retrouve ici avec sa circulation, et puis des plots avec des escaliers qui desservent à chaque fois X logements. Ça, c'est l'entrée côté, c'est l'entrée qui se trouve de ce côté-là. Donc on a à la fois une logique d'alignement sur la rue, on fabrique de la rue traditionnelle, et en même temps, on s'émancipe des formes traditionnelles en jouant la carte de la verticale et des gradins. Voilà, zoom sur un logement. Je n'ai pas de détails sur les logements. Quelques photos des logements plutôt parmi les plus généreux en termes de terrasse extérieure. C'est quand même le grand luxe pour l'époque, et puis également en termes d'équipement intérieur, des salles de bain, qui sont identifiées comme, c'est une photo qui est identifiée comme étant une photo de cette opération, et on se dit qu'il y a probablement très peu de logements qui ont quand même des salles de bain de cette taille-là. Mais bon, bref, c'est une opération qui, par rapport à des exigences en termes de confort moderne, est tout à fait qualitative pour l'époque. À Paris, dans cette période, on construit des opérations comme celle de Sauvage, HBM, et celle de Provençal. Et puis, il y a une grande affaire dans cette période. La grande affaire, c'est la construction de la ceinture, plutôt la démolition des fortifications. Les fortifications de Paris, c'est une enceinte qui a été construite par Thiers lorsque Thiers était aux affaires entre 41 et 44. Elle est démolie après 1918, et on envisage d'utiliser cet anneau circulaire, qui sera redoublé ensuite par le périphérique, des fortifs au périph'. On envisage d'utiliser cet anneau circulaire pour construire des logements, et notamment des logements HBM, entourés d'équipements sportifs, de zones vertes, etc., etc. Ça, c'est un monde, c'est le monde avant 1918, et ça, c'est le nouveau monde qui se profile. Vous voyez que c'est pas banal, hein. Paris, les nouvelles constructions, et puis là, ce qu'on trouve ici, c'est la zone. C'est la zone, les bidonvilles. On voit mieux sur ces illustrations-là. Donc là, vous avez une image des fortifications, la zone, les chiffonniers, etc. Donc tout ça, ça va être très long à résorber, hein. Disposition actuelle, disposition projetée, voilà, il y avait des fortifications, et puis la zone de servitude. Et puis là, on dit,
tracer des boulevards et on va lotir en construisant des immeubles collectifs. Alors, à propos de ces HBM, je vais me focaliser sur les plans essentiellement, comme pour les exemples précédents, mais il faut savoir qu'il y a ce document-là qui est tout à fait intéressant, qui a été réalisé par l'Atelier parisien d'urbanisme, les habitations en bon marché de la ceinture de Paris, études historiques. Vous voyez le sommaire, en fait, c'est extraordinairement détaillé sur les morphologies construites, sur les influences, sur la forme des espaces libres, sur les programmes, sur les techniques constructives, les qualités architecturales, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces HBM sont construits par des opérateurs, des bailleurs, qui vont produire des logements dans des gammes de confort variées. Ça, c'est extrait de cette étude qui est disponible en ligne, hein, vous la téléchargez, voilà, vous avez toute la documentation. Il y a différents opérateurs, il y a l'OPH-BMVP, l'Office public d'habitation à bon marché de la ville de Paris, et puis il y en a d'autres, la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, qui existent toujours aujourd'hui. Et les uns et les autres vont se partager ce marché en construisant, en se spécialisant plus ou moins dans tel type ou tel type de production, sachant que les HBM vise différentes catégories sociales des mondes populaires. Il y a des populations qui sortent des taudis, comme dans le cas des opérations philanthropiques, et puis il y a des opérations qui visent plutôt des classes ouvrières supérieures, voire des classes moyennes. Il y a 4 types de logements qui vont être construits dans ces opérations entre les deux guerres. Henri Beck, on le qualifie aussi de rudimentaire, le plan normal ou ordinaire, et puis un plan type intermédiaire et un plan type loyer moyen. Donc je vais un peu les détailler, les comparer rapidement. Ce type-là, il sera abandonné au cours des années 30, justement parce qu'on considère qu'il est trop rudimentaire. Celui-ci, il a été défini, donc les deux là ont été définis à l'occasion d'un concours qui est organisé en 1912 par la ville de Paris pour déterminer des types de logements susceptibles d'être produits à grande échelle à Paris, pourquoi pas en région parisienne. Eh bien, les deux-là sont les premiers. Après, ceux-là sont conçus ultérieurement. Alors, Henri Beck versus Normal. Donc ça, c'est vraiment low cost. Là, on a une salle commune qui distribue la douche. Bref, c'est quand même c'est d'une précarité extrême. Là, on a quelque chose qui est quand même, donc le type normal. On a un système qui est quand même beaucoup plus qualitatif puisqu'on a une vraie cuisine. Alors certes, elle commande toujours une douche éclairée, ventilée naturellement. Mais bon, c'est quand même, on a une salle à manger à part entière et puis 2 chambres qui sont autonomes. Elles ne sont pas distribuées par, par la salle à manger ou par une salle commune. Alors que là, la salle commune distribue 2 chambres, ce qui est tout de même assez embarrassant en termes d'occupation de cette pièce. On a toujours 2 logements par palier, circulation verticale, bon, pas d'ascenseur évidemment, éclairage naturel dans la cage d'escalier. Les façades sont porteuses et on a des points porteurs intermédiaires. Ces opérations-là, elles sont pour l'essentiel construites avec un système d'ossature. Il n'y a pas de salle de bain à proprement parler, il y a des coins douches, et on regroupe les circuits d'alimentation et d'évacuation des pièces humides pour des raisons d'économie. L'articulation privée-publique, bon, on comprend bien que là,
on entre, on va trouver plutôt quelque chose qui relève de la réception, si on peut dire de la vie familiale, de la vie collective dans cette partie-là. On parle pas vraiment de réception avec la classe populaire. Et puis là, on a plutôt quelque chose qui relève du sommeil, donc plutôt plus privatif. Celui-ci ne hiérarchise rien. C'est vraiment rudimentaire et c'est la raison pour laquelle ça disparaîtra. Voilà une cuisine normale avec la porte qui donne sur la douche ici et puis l'évier avec quelques meubles de rangement et une table où la famille prend ses repas la plupart du temps. Le type intermédiaire et le type loyer moyen. Donc là, on monte un peu en qualité. Le type intermédiaire, c'est un type qui a été pensé, qui a été mis sur le marché au cours des années, début des années 30, je crois. C'est quand même nettement plus confortable. Il y a une vraie salle de bain. Donc, si vous le comparez à celui-là qui est normal, la salle de bain n'existe pas. Il y a un coin douche. Donc là, on a une vraie salle de bain, un WC séparé, une cuisine, une salle à manger, un débarras. Et puis, on a le haut de gamme. Ce sont les ILM, les immeubles à loyer moyen. Et là, on est dans quelque chose qui est très proche de l'appartement bourgeois low cost. On dissocie très clairement, low cost c'est exagéré, non, on est plutôt dans des appartements bourgeois, non pas fastueux, mais plutôt confortables. Il y a une dissociation entre réception et vie privée, manifestement. C'est spatialisé. Un salon, une salle à manger. Vous voyez que sur tous les autres plans types, il n'y a pas de salon. Un ascenseur, 2 entrées. On imagine potentiellement une entrée de service par ici. Et puis un regroupement des chambres à proximité de la salle de bain avec baignoire, etc., etc. Logement intermédiaire, salle à manger, donc là on voit le beau window au bout là. Ce sont des photos qui sont tirées de l'ouvrage que j'ai, sont les archives, sont des archives qui sont encore disponibles aujourd'hui. Et ces photos sont tirées de l'ouvrage dont j'ai parlé précédemment. Intermédiaire. Et loyer moyen, donc là c'est nettement plus spacieux. Et lorsqu'on met en parallèle ce plan d'immeuble de rapport, appartement dans un immeuble de rapport de 1912, on voit que dans les opérations des années 30 du logement social haut de gamme, on a des dispositifs qui sont quand même relativement proches, avec des ascenseurs, le regroupement d'un salon et d'une salle à manger. Ça, c'est un modèle qui commence à s'imposer dans l'habitation bourgeoise dans les années 1910, habitation bourgeoise moyenne, et qu'on retrouve dans le social haut de gamme quelques années plus tard, où on voit bien que le souci de préserver l'intimité des chambres est affirmé, le dispositif chambre-salle de bain, il est affirmé, etc., etc., etc. Si on prend un peu de recul par rapport à ce que j'ai évoqué aujourd'hui, on peut faire plusieurs remarques. Première remarque, c'est que on a vu dans les premiers exemples que j'ai montrés aujourd'hui, qu'il y a une production haut de gamme qui est assez intense dans cette période. Et bon, elle est intense. Et là, j'ai montré quelques exemples assez remarquables. Ces exemples
incarne la modernité du premier quart du XXe siècle. C'est une modernité plastique, c'est une modernité qui est aussi qui se traduit par des techniques constructives. Je pense à Le Corbusier notamment. C'est une modernité qui se traduit par des recherches des recherches sur l'organisation des appartements, des recherches sur la diffusion du confort moderne. Donc ça, c'est un fait. Et dans le même temps, les pouvoirs publics, en région parisienne et dans Paris, pour s'en tenir au cas de l'Île-de-France, les pouvoirs publics s'efforcent de mettre sur le marché des logements de qualité avec des niveaux de confort variables en fonction des différentes strates des classes populaires et des classes moyennes. Et ça se réalise dans Paris, via ces opérations, et puis en région parisienne, via les cités-jardins qui vont permettre de construire de très nombreux logements pendant toute cette période. De très nombreux logements jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que le problème du mal logement va persister à la fois en banlieue et à la fois dans Paris. Le problème qui se pose, c'est que dans cette période, une grande partie du parc de logements reste médiocre. D'une part, parce qu'on ne construit pas suffisamment de nouveaux logements, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas suffisamment le parc de logements, et d'autre part, parce que le parc existant est mal entretenu. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est le moratoire sur les loyers qui a été voté pendant la Première Guerre mondiale. Le moratoire sur les loyers, c'est un blocage des loyers pour ne pas pénaliser les familles des combattants qui sont sur le front, ça se comprend très bien. Mais qui dit blocage des loyers dit manque à gagner pour les propriétaires, qui de fait investissent peu dans l'entretien des immeubles et, plus de manière générale, le secteur bâtiment cesse d'être rentable pour des investisseurs privés. Donc non seulement on entretient peu le parc existant, mais en plus on construit moins parce que ce n'est pas rentable dans cette période. Et puis la seconde raison, c'est la crise économique des années 1930. Cette crise économique, elle déferle en Europe suite au krach de Wall Street en 1929. Et la crise économique, évidemment, elle n'est pas favorable à l'activité du secteur bâtiment. Et pour couronner le tout, la situation est catastrophique dans la mesure où l'exode rural s'intensifie dans cette période, et notamment en direction de Paris et de sa banlieue. C'est dans ce contexte-là que les architectes modernes de la première génération vont se réunir au sein des congrès internationaux d'architecture moderne, et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont faire des propositions qui vont durablement impacter les réflexions sur les formes urbaines, et sur l'architecture des logements. C'est ce qu'on verra lors du prochain cours. Merci, à très bientôt.